Il paraît que tu as du nouveau matos là. Il y a du lourd, mais justement, il vient de. Enfin, voilà. Alors, Shalom Vracha, Erev Tov, juste avant qu'on commence, comme on a eu un petit problème de micro il y a 2 secondes, les gens du YouTube, est-ce qu'on m'entend? Voilà, c'est la question de base. Est-ce qu'on m'entend? Si oui, eh ben, on peut commencer. Donc, dites-moi juste si on m'entend, faites-moi un signe. YouTube pour te dire. Ah ouais, sur YouTube. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il a dit oui. Il te dira oui. C'est bon. C'est bon. Tov, alors Erev Tov les Koulam, c'est parti. C'est parti pour une soirée historique. Alors, j'ai plus l'habitude. Moi, je me suis habitué à parler des rabbins. Je sais plus ce que ça veut dire parler d'histoire. Mais bon, En Malaasot, on m'a demandé de parler de notre histoire de Hanouka. Donc, ça ne sera pas un rabbin qui sera mis à l'honneur aujourd'hui, mais ça sera d'autres personnages. Vous inquiétez pas. La semaine prochaine non plus parce que c'est Hanouka, mais la semaine d'après, on reviendra sur nos rabbinim, sur nos personnalités incroyables. Vous en faites pas, ça viendra léat. Pour ceux qui posent la question, oui, du coup, le cours sur Birkat Hamazon, peut-être tout à l'heure, peut-être un autre moment, je ne peux pas te dire. Donc, allons-y, c'est parti pour notre histoire de Hanouka. On a appelé ce cours Me'atim moul Rabim, peu contre beaucoup. Comment a-t-on fait entre hier et aujourd'hui? Alors, je voudrais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous dire, il y a des moments où je vais tourner le téléphone et pour vous, je vais tourner la caméra pour montrer un écran parce que ce soir, je vais utiliser plein de photos, d'images pour essayer de vous expliquer de quoi on parle. D'accord? Alors maintenant, on rentre directement dans le vif du sujet. Il y a un bonhomme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il y a un monsieur qui s'appelait Beni Amidror. Beni Amidror, c'est, on va dire, l'un des fondateurs de tout ce qui est Torah Talechima, de la science de la guerre de Tzahal. Okay, il est lui-même fils de parents du Hetzel, donc on parle de ceux qui ont créé l'État d'Israël, et plus ou moins tout ce qui touche au livre de formation de commandant de Tzahal, ben c'est un peu lui qui est derrière tout ça. Pourquoi je vous parle de Beni Amidror? Eh bien parce qu'il a mis en place, dès la fondation de Tzahal, plusieurs coursim, c'est-à-dire plusieurs formations, pour préparer les différents échelons du commandement de l'armée d'Israël. Et alors, il y a des courses qu'on connaît, peut-être que certains d'entre vous ont participé à ces courses-là, des enfants, on a le course Mempeim, on a le course Magadim, mais il y a un course qui est certainement le plus important pour les dirigeants de Tzahal, pour les commandants de l'armée, il s'appelle course Poum. Mazé Poum. C'est quoi Poum Poum Pidoum? Poum, c'est tout simplement Pikoud ou Maté. Commandement et quartier général. Et donc en fait, c'est une formation qui dure 1 an, dans laquelle on va former les officiers supérieurs de l'armée d'Israël. Bon, je vous raconte ça pour une raison toute simple, c'est que celui qui donc met en place cette formation-là n'est pas quelqu'un qui est fondamentalement religieux, évidemment. Il est l'un des fondateurs, comme j'ai dit, de la science du combat de Tzahal, et il a une technique à lui de raconter et d'expliquer aux formés, c'est-à-dire aux officiers, comment est-ce qu'on doit apprendre des combats du passé. Et au lieu de faire un grand récit, eh bien, à chaque fois que Beni Amidror commençait une présentation, eh bien, il prenait toujours un combat X ou Y d'un endroit dans le monde, et il commençait en disant, voilà la liste de ce que eux avaient et de ce que eux avaient. C'est-à-dire qu'on commence toujours par savoir Ma'aya lahem ve Ma'aya lahem. Quelles sont les forces en présence? Combien ils disposent d'hommes, de munitions, de tanks, d'avions, machin, eux? Combien eux ils disposent? Et une fois qu'on sait ça, eh ben on va essayer d'analyser le combat et l'issue du combat. Ok? Donc, ça c'est ce qu'on va faire ce soir. Essayez de comprendre, quand on va parler de notre guerre des Hashmonaïm, essayez de comprendre Ma'aya lahem
Vema yalanu. Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, les Grecs, et qu'est-ce qu'on avait, nous, pour commencer le combat. Ok? Quelles étaient les forces en présence? Et là, je voudrais que vous compreniez bien une chose. Ce même Beni Amidror, quand il essaye d'expliquer ce qui s'est passé Bemilchemet Ha'atzmaut, dans la guerre d'indépendance, eh bien, il va dire une phrase pas du tout, on va dire, qu'on entend très peu souvent, non seulement dans la bouche d'un officier supérieur, en plus d'un officier supérieur non religieux, mais quand il doit analyser la guerre d'indépendance, et on y reviendra à la fin de notre soirée, et que tu regardes de manière très sèche, hein, Excel, qu'est-ce que eux ils ont et qu'est-ce que nous on a, les amis, c'est sûr qu'on doit perdre. On doit perdre à tous les niveaux. Et donc Beni Amidror vient avec cette phrase en disant les filles à tavla, selon le tableau, הם צריכים לאכול אותנו, ils doivent nous bouffer, אבל לולא אבינו שבשמיים, אי אפשר להסביר את הקרב הזה. Sans la présence d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre la guerre d'indépendance. Voilà, c'est avec cette phrase que je voudrais ouvrir, parce que faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle Hanouka, du Mered HaChashmonaïm, eh bien les amis, il faut qu'on enlève tout de suite les dessins de nos enfants du Gan. Ah, il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on s'enlève de la tête que Yehuda Maccabi, c'est minimum Rambo, mêlé de Terminator, avec un petit peu de Robocop. C'est Ça fait longtemps qu'elle n'en avait pas pris dans la figure, la Ganenette. Mais la vérité, c'est pas de sa faute, parce qu'elle prend les dessins sur Internet, hein, donc c'est pas que de sa faute. Il va falloir qu'on essaie de comprendre un petit peu Ma Aya Lahem, Ve Ma Aya Lanu. Alors, je vous rassure, Ma Aya Lanu, ce que nous, on avait, ça va être vite réglé. Ah, ça va être très vite réglé. Je vous dirai simplement, et on y reviendra quand on arrivera au combat de Yehuda Maccabi, je vous dirai simplement que le premier combat de Yehuda Maccabi, il a 300 mecs avec lui. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup en termes de grosse armée qui va attaquer les Grecs. Et donc, on a dit, on va commencer tout de suite à montrer des petites images, parce que quand on parle des Grecs, les copains, eh bien, il faut revenir à celui qui a fait la puissance grecque. Celui qui a fait la puissance grecque, vous le connaissez, il s'appelle Philippe de Macédoine. On l'appelait également Philippe le Borgne, parce qu'il était borgne. Et Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, il a un ennemi juré qui s'appelle Darius, l'Empire perse. Et donc, pour réussir à s'occuper de Darius, eh bien, il va mettre en place une nouvelle façon de faire la guerre. Comment? Eh bien, en mettant sur pied une nouvelle, une nouvelle unité dans les troupes macédoniennes grecques. Quelle est cette unité? Eh bien, en français, on appelle ça la phalange. En grec, on appelle ça la phalanx. Et en hébreu, on dit phalanx. Ça marche aussi. La phalange. Mais qu'est-ce que c'est que cette phalange? Eh bien, les amis, il est temps pour moi de commencer à vous montrer. Je vais donc tourner la caméra. Pour le moment, tu dis, chez nous, ils savent même pas comment tenir une épée. Là, tu l'as poussé un peu loin de l'autre côté. C'est pas sympa. C'est pas sympa de dire ça de Yehuda Maccabi. Il sait tenir une épée. Mais vous allez voir qu'il y a épée et il y a épée. 2 secondes. Je vais tourner la caméra. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de me voir. Je vais de la mettre bien, voilà, pour que vous puissiez voir mon écran ici. Voilà, ça c'est fait. Attends, je vais le mettre comme ça. Hop là, et vous aussi, je vous tourne. Voilà, Guy Vachmuel, vous voyez bien ou pas? Ouais, on voit. Faut Très bien. un petit peu. Faut quoi? Faut remonter un petit peu, quoi. Relever? Ouais. Très bien, et bien on va relever ça tout de suite. Hop là, c'est parti. C'est parti, c'est bien comme ça? Ouais, super. Yofi. Alors, les amis, voilà la phalange. La phalange grecque, la phalanx. Alors, On voit plus là. comment ça on voit plus? Comment ça tu vois plus? Tu vois plus? Là tu vois? Là, oui.
Bon, désolé pour le mal de mer aujourd'hui, mais c'est pour pouvoir vous montrer les différentes images. Je pense qu'à un moment donné, ça va le faire. Donc, la phalange grecque, elle est là. Alors les amis, qu'est-ce que c'est cette phalange grecque? Eh bien, c'est tout simplement... Pardon? Un carré, quoi. Alors, c'est un carré, mais attends, c'est un carré, il est marrant celui-là. On parle de 16 soldats sur 16 soldats. Donc, fais ton calcul vite fait de combien on parle dans un carré. Je sais pas. Ben, ça fait 16 fois 16. Alors, vas-y. 256. 256 hommes qui marchent ensemble. Alors, c'est bien beau de parler de la phalange, mais ces hommes, ils sont armés de quoi? Eh bien, vous pouvez le voir ici. Ils sont voilà. Hop, très bien. Ils sont armés de ce qu'on appelle cette espèce de gros pieu énorme qui s'appelle un saris. Sarissa en grec. Ce sarissa, les amis, il va faire de gros pieux énormes qui s'appelle un saris. Sarissa en grec. Ce sarissa, les amis, il va falloir que vous compreniez de quoi on parle. Il s'agit d'une lance qui fait 7 mètres de long. 7 mètres de long. Et cette sarissa, tu comprends bien que tu peux pas la tenir à une main, tu la tiens à 2 mains. Et donc, bah, tu ne peux pas tenir ton bouclier que vous pouvez voir ici dans le soldat qui est là. Ce soldat s'appelle un hoplite. Pourquoi un hoplite? Eh bien parce que son bouclier s'appelle un pelleté. Et son bouclier est fixé à son bras. Il ne le tient pas, il est fixé à son bras. Pour qu'il puisse avoir les 2 mains libres pour tenir sa sarissa. Maintenant, je reviens à ma première image de ma phalange grecque. Et donc, eh bien, comment ça marche? T'imagines le truc? Ça avance et ça avance. Maintenant, je vous montre ici ce qui est devant. Vous pouvez voir ici plein de lances qui sortent. Mais en fait, si on regarde bien, sont pointées vers le devant uniquement les 5 premières rangées. Et donc, vous pouvez voir que les lances sont de plus en plus petites parce qu'en fait, c'est la première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, cinquième rangée. Les 5 premières rangées ont leur saris tourné vers l'avant. Les autres rangées derrière sont de plus en plus inclinées vers le ciel pour finalement être pratiquement à la verticale. Et c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer qu'est-ce que ça fait quand tu as une armée qui arrive devant toi et qui fait ça. Eh bien, les amis, quand tu as une armée qui arrive devant toi et qui fait ça, autant te le dire qu'à ce moment-là, tu as peur. Tu as peur et c'est tout à fait normal. Hop là. Imagine-toi, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi, qu'est-ce qui se passe quand tu es face à cela? Alors, saluez le roi! Voilà, à ce moment-là, tu comprends qui va être le patron pour les prochaines minutes. Tu comprends qui va être le patron pour les prochaines minutes? Alors, Philippe de Macédoine, ça commence comme ça, mais Alexandre, il va évidemment adopter la phalange et il va en faire quelque chose d'énorme. Maintenant, juste pour qu'on comprenne bien, voilà à quoi ça ressemble dans les fouilles archéologiques, la phalange et la saris. Et en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous le remontrer ici tout de suite, je vous retourne dans 2 secondes, voilà. Vous avez, hop ici, dans le soldat grec de base, vous voyez que dans la phalange, dans la saris, il y a une pointe vers l'arrière. Pourquoi est-ce qu'on a cette pointe vers l'arrière? À quoi sert cette pointe vers l'arrière? Eh bien, c'est très simple. Lorsque les troupes grecques avancent, eh bien, il faut savoir qu'elles vont parcourir à peu près 40 km par jour. C'est le rythme. Et donc, on n'a pas vraiment le temps pour s'arrêter et pour aller faire un petit pipi, excusez-moi, du peu. Or, lorsque monsieur soldat, il a une petite envie pressante,
il peut évidemment pas poser sa sarisse de 7 mètres et aller faire ses petits trucs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il relève sa sarisse, plante la pointe dans le sol pour pas tomber, se retourne vite fait ce qu'il a à faire, tout en tenant la sarisse plantée au sol, et ensuite, il réavance. Donc, la première chose que tu dois comprendre ce soir, c'est que lorsque Yehuda Maccabi, il va se rentrer dans un combat contre les Grecs, eh bien, il fait face à des carrés de 256 hommes qui sont mis en formation de phalange. Alors, la phalange, elle a l'air complètement imprenable, certes, mais il faut savoir qu'il y a quand même une personne qui peut faire peur à l'homme de la phalange. Mais avant de voir cette personne-là, est-ce que vous pouvez me dire quel peut être le Nikudat Torpa? Quel peut être le point faible de la phalange? Catapulte. Ouais, une catapulte, moi aussi j'aurais dit. Ah ouais, non mais la catapulte, ça c'est parce que vous pensez romain. Ouais. Il n'y a pas encore de catapulte à ce moment-là. C'est du côté. Ah ben voilà, je vais attaquer sur les côtés. Puisque la phalange, elle avance tous ensemble, droit. Donc je vais venir par les côtés. Oui, mais pas bête la bête. C'est pour ça que sur les côtés, c'est eux qu'on trouve. Sur les côtés, on trouve les cavaliers. Les cavaliers, c'est eux qui protègent les côtés de la phalange. Eux, ils sont très mobiles et eux, ils vont beaucoup plus vite que la phalange. Donc on a réglé le problème du côté. Mais il y a un autre problème. Oui? Alors derrière. Alors derrière, il faut donc que je puisse arriver à passer derrière eux. C'est déjà toute une manœuvre. Il y a une personne qui fait peur aux gens de la phalange. C'est certainement pas les archers. Les archers ne font pas peur aux hommes de la phalange. Pourquoi? Eh bien parce que on a l'impression que les archers, ça fait beaucoup de dégâts dans les films. En vrai, un archer, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Pourquoi ça ne fait pas beaucoup de dégâts? Eh bien parce que pour qu'une flèche, elle puisse tuer la personne, il faut qu'elle pénètre à 90 degrés. Pour pouvoir percer l'armure ou le casque, il faut avoir un angle de pénétration de 90 degrés. D'ailleurs, vous avez certainement déjà vu dans les différents films qu'on peut voir, dans les armures grecques romaines, eh bien, on a très souvent des abdos sculptés sur l'armure. C'est-à-dire qu'ils mettent la musculature du mec sur l'armure. Ce n'est pas que pour faire joli. C'est d'abord et avant tout pour des raisons tout simplement militaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsque tu as une armure qui est faite avec énormément de muscles, eh bien en fait l'armure, elle est pleine de plis. Et donc elle est pleine d'angles. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une flèche, elle va arriver dessus, elle va glisser. Alors ça fait un peu mal, tu te prends un coup, mais c'est pas la fin du monde. Donc c'est pas la flèche qui fait peur aux gens de la phalange. Alors c'est qui? Qui sont les hommes qui font peur aux hommes de la phalange? Eh bien ceux qui font peur aux hommes de la phalange, c'est eux. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Il s'agit tout simplement des frondeurs. Les frondeurs, la fronde. Alors pas seulement Thierry, la fronde, mais la fronde tout court. La fronde, les amis, c'est pas un lance-pierre. Hein. Ah, c'est le truc de David et Goliath. Hein. Ça, c'est du truc de compète. Il faut comprendre que quand on parle de fronde, on parle d'une puissance lorsqu'elle est utilisée par des professionnels. Or, en Grèce, eh bien, c'était des professionnels, les frondeurs, beaucoup plus que les archers. Et les frondeurs, c'était une tribu du Péloponnèse qui s'entraînaient à cela depuis leur plus jeune âge. En fait, comment ils étaient entraînés? C'est pas compliqué. Les parents, dès que l'enfant avait atteint l'âge de 5 ans, eh bien, tous les jours, ils leur mettaient leur nourriture de la journée dans un sachet qu'ils accrochaient en haut d'un arbre. Et ils avaient une fronde et ils disaient, c'est pas compliqué, tu réussis à faire tomber le sachet, tu manges, tu réussis pas à faire tomber le sachet, tu manges pas. Et c'est comme ça que les mecs, depuis l'âge de 5 ans, ils s'entraînaient à fronder. La fronde, quand tu balances la pierre, elle atteint une puissance d'abord une vitesse de 100 mètres par seconde. Ça a la vélocité d'une balle de 9 mm.
Donc, autant te dire que si la flèche, elle nous fait pas trop peur, la fronde, elle nous fait très peur. Parce que n'importe quel angle de pénétration sur mon casque ou sur mon armure, ça explose des têtes, ça explose des os, ce que tu veux. Et même si c'est plein dans l'armure et que ton armure, elle t'a protégé, t'es quand même au sol pendant 10 minutes. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour gérer les frondeurs? C'est pas compliqué. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous le remets. Hop là. Notre fameuse phalange avec les saris. Et regardez comment est-ce qu'ils sont mis en place. Ils sont mis en place de sorte que, en fait, les pointes de 7 mètres de haut forment un filet de protection. Quel que soit le projectile qui sera tiré sur eux, que ce soit une flèche ou une fronde, eh bien, comme vous pouvez voir, les 5 premières rangées vont vers l'avant, mais on a dit les autres rangées vont vers le ciel, et donc ça veut dire que quel que soit le projectile qui sera tiré, il va forcément d'abord taper sur une des saris, et donc il va perdre de toute sa vélocité, il va tomber au sol beaucoup moins puissamment et en faisant beaucoup moins de dégâts. Donc on parle de mecs quand même qui sont prêts, quoi. Ils sont chauds. D'autant plus que nous, on a nos archers. Nos archers, ils sont là. Vous pouvez voir sur cette pièce de monnaie de l'époque, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos archers. Bon, c'est pas très compliqué, hein. C'est un arc classique, des flèches classiques, tout va bien. Oui, mais ce serait bien mal connaître les Grecs. Les Grecs ne se servent pas de ce genre d'arc-là. Ça, c'est un arc d'amateur. Les Grecs se servent d'un autre arc. Et là, il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle. Les Grecs se servent de cet arc-là. Je vous le montre. Hop là. Et cet arc-là, c'est ce qu'on appelle l'arc Mekoumat. À Keshet Amurkevet. C'est un arc particulier, puisque vous l'avez vu, le bois est courbé. C'est un art de savoir faire des arcs comme cela. C'est un travail qui dure 1 an, où on met d'abord le bois dans de l'eau chaude, ensuite dans de l'huile chaude, ensuite dans de l'eau chaude, pour adoucir le bois et lui faire prendre la forme qu'on a envie. Et donc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. D'ailleurs, quelqu'un a peut-être fait l'armée, parmi vous, en Israël. Il y a quelqu'un qui a fait l'armée en Israël? On va dire que oui. Comment est-ce qu'on fait quand tout d'un coup, on est pris et le commandant nous dit « Kalta !» C'est-à-dire, ça y est, t'es au combat. Donc là, on te dit, il va falloir que tu tires. Mais pour pouvoir tirer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer? Tu as ton arme. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir tirer? En français, on dit « tu dois armer ». Comment on dit en hébreu? Donc l'armée, c'est pas... vous êtes venu en vacances en Israël, ça veut dire... L'idroch est un neshek. Neshek darour. Mais attendez, derrière l'idroch, mais ça c'est un truc avec les pieds. Derrière, c'est le chemin. L'idroch, c'est marcher avec ses pieds. Vous avez déjà vu un mec qui charge son arme avec ses pieds? Ben oui, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on charge son arme, son arc, avec ses pieds. Ben oui, parce que vous croyez quoi? Vous avez vu Robin des Bois? Dans Robin des Bois, le mec, il a son arc, il est prêt, il prend sa flèche et bam! Mais non. Mais non, parce qu'il est impensable que la corde, qui est faite d'ailleurs de tendons de cheval, il est impossible que la corde reste toujours attachée aux 2 parties de l'arbre, c'est-à-dire aux 2 parties de l'arc. Parce que sinon, ça va détendre le bois et ça va le casser. Ce qui fait que, dans tous les arcs de l'époque, la corde, le tendon de cheval, n'est accroché qu'à un des côtés, de manière permanente, et au bout de ce tendon, il y a une boucle en métal qui doit être accrochée à l'autre extrémité de l'arc. Seulement, comme pour cela, il faut réussir à plier un petit peu l'arc, pour que ce soit bien tendu, eh bien, les poids, la force utilisée par les mains n'est pas suffisante. Il faut placer son arc au sol
et pousser avec le genou pour le plier et réussir à mettre la corde. C'est ce qu'on appelle l'hydror et keshet. Dans le Tanakh, on a cette dimension de l'hydror kashto. La différence entre l'arc de Yehuda Maccabi, qui était pachout, qui était simple, et celui des Grecs, c'est que Yehuda, pour qu'il ait une chance d'atteindre sa cible, eh bien, il doit être dans une distance de 50 mètres, alors que l'arc grec a une portée de 150 mètres. Alors, les amis, maintenant, moi, je vous pose la question. Avant même que le combat commence, t'as la phalange qui avance. Bon, elle avance pas tout seul. Hein. Il y a un carré, c'est 256 personnes. Mais elle avance avec plusieurs carrés. Avant même qu'on donne l'ordre de lancer les hostilités, il y a un autre ordre qui est lancé, qui se dit en hébreu, en langage militaire, Tzirtsuach Charavot. C'est un bitouille, c'est une expression qu'on va retrouver dans le Tanakh. Les Tzartseach Cherev. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les Tzartseach, une épée. Alors, il y a un autre mot qu'on utilise très souvent, collé au mot Tzirtsuach, c'est Shinaim. Tous les soirs et tous les matins, on est Metzartseach Shinaim. On se brosse les dents. Quel est le but du brossage de dents, s'il y a des dentistes parmi nous? Eh bien, le but, c'est d'avoir les dents d'un blanc éclatant. 7 mètres de long. Avant de lancer le combat, il faut savoir qu'elles étaient tout d'abord trempées dans de l'huile. Et une fois qu'elles étaient trempées dans l'huile, juste avant les combats, eh bien, avant de lancer l'assaut, l'ordre était que chacun devait se cogner ces différentes sarissottes les unes dans les autres. Donc, t'imagines déjà le bruit énorme, mais avec les rayons du soleil frappant sur les pointes en métal pleines d'huile, ben, t'imagines, ça fait des éclats de lumière partout. Et rien que ça, je peux te dire que le mec qui est en face, il se dit qu'il y a une grande ségoula pour Arichut Yamim, c'est de ne pas être ici. C'est-à-dire, donc, voilà un tout petit peu ce que Yehuda Maccabi va devoir affronter. Sauf que les amis, là, pour l'instant, on a parlé des soldats. Il faut savoir que chaque phalange, elle a un commandant. Un commandant qui se trouve toujours au même endroit, à la pointe en bas à droite de la phalange. C'est là qu'est le commandant. Et c'est lui qui doit décider si on avance, si on tourne les phalanges, les saris vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, ou on se tourne tous et on va vers l'arrière. C'est lui qui donne les ordres. Ok? Alors les amis, c'est bien gentil tout ça. Mais tout ça, hein, comment te dire, c'est Khirnikim, c'est Chayalim Pshutim. Chayalim Pshutim, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lorsque les Macédoniens et les Grecs ont commencé leur conquête à l'est et au sud, ils sont très vite arrivés en Asie et très vite arrivés en Afrique. Et lorsqu'ils sont passés par là-bas, ils ont rencontré des trucs, mais des trucs, c'était pas prévu. Ils ont rencontré ce genre de machin. Ils n'ont pas compris ce que c'était. Et évidemment, ils ont commencé à découvrir les éléphants. Et attendez, il faut que vous compreniez un truc. Les éléphants, mais c'est un truc de dingue pour la personne qui en a jamais vu. Et imagine-toi, Yehuda Maccabi, il a jamais vu un éléphant. Yehuda Maccabi, c'est quoi le machin le plus gros qu'il ait vu dans sa vie? À la limite, un gros taureau. Allez, il a peut-être eu de la chance, il a vu un ours. C'est cool. Mais là, ils vont arriver devant des éléphants. Ah oui, alors, les Grecs, ils vont tout de suite comprendre qu'il y a une différence entre l'éléphant africain et l'éléphant asiatique. Et pas seulement sur la taille des oreilles. D'abord, l'éléphant africain, il est excité de la life, alors que l'éléphant asiatique, tu vois, c'est, comment te dire, il est de Givachmuel, tu vois. Il est plutôt calme. Il est tranquille. C'est, dans le langage israélien, on dirait c'est un tzfoïni comme ça. Psader. Donc très vite. Il y a de la dérive, hein. Moi, je vais censurer là. Ouais, c'est ça. Navon.
Bekitsour, très vite, les Grecs ils comprennent que c'est l'éléphant africain qui va faire le boulot, c'est pas l'éléphant asiatique. Donc c'est cool, tu as l'éléphant africain, mais alors comment est-ce qu'on utilise les éléphants? Au début, lorsqu'on commence à entraîner les éléphants pour les utiliser au combat, on les utilise comme ça. Hop là. Voilà, vous voyez? On les utilise comme ça, c'est-à-dire c'est un gdoud d'éléphants. C'est genre le Nagmash de l'époque. C'est on fait avancer les éléphants en ligne et chaque unité d'éléphant, c'est 40 éléphants. 40 éléphants qui avancent et qui détruisent tout sur leur passage. Bon, mais sauf que très vite, les Grecs vont comprendre que c'est pas une bonne idée. Parce que l'éléphant a un point faible. Quel est le point faible de l'éléphant? Non, non, ne me dis pas ça trompe. Ne me dis pas ça trompe. Ne me dis pas on va engager des souris qui vont rentrer dans leur trompe et qui vont remonter jusqu'à leur cerveau. Non, non. Ça c'est bien pour Disney, c'est bien pour Dumbo, mais c'est pas vrai. Quel est le point faible de l'éléphant? Le ventre. Alors, mon ami va arriver jusqu'à son ventre et y est Besséder. Et la vérité, c'est que même son ventre, même... C'est comme ça que le fils de Matityahu l'a tué l'éléphant. Ah, justement, on va voir le fils de Matityahu, on va voir que c'est pas vraiment comme ça qu'il a fait. Le point faible, c'est pas le ventre, c'est la plante des pieds. Moi, je te montre la main, mais en fait, c'est les pieds. Parce que l'éléphant a des pieds qui sont pas munis de sabots comme le cheval, l'âne et tout ça. Ce sont des plantes de pieds comme les êtres humains. Alors, un peu plus fortes quand même, mais comme des êtres humains. Résultat des courses, eh ben, ça a été très vite réglé. Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser des éléphants qui attaquent? Eh ben, on va creuser un piège, en fait, dans la zone du combat. On va creuser un trou, on va mettre des pics dans le trou, on va le recouvrir de feuilles et tout ça, et l'éléphant, il va arriver avec ses 4-5 tonnes, et il va écrabouiller les pieux, et il va s'exciter, il va partir, et c'est terminé. Donc, très vite, les Grecs, ils comprennent que ça ne marchera pas comme ça, et donc on utilise l'éléphant autrement. C'est ça, la technique de l'éléphant. Alors, attends, hop là, il est là. La technique de l'éléphant, ça va être celle-là. Comme vous pouvez voir ici, on a un éléphant, et autour de l'éléphant, des centaines de soldats qui en fait sont les ingénieurs de l'époque, Relandassa, qui sont là tout autour de l'éléphant pour vérifier qu'il n'y a pas justement ces pièges. Et donc, il y a un éléphant par troupe. Ok? Ça, c'est la nouvelle technique. Bon, je pense que à partir de ce moment-là du cours, je pense que tu as compris que quand on fait le tableau, qu'est-ce qu'ils avaient eux et qu'est-ce qu'on a nous? J'espère que c'est clair. Un éléphant, ça marche, ça court pas, mais ça marche à 40 km/h. Même le plus soldat, le plus Sayeret Matkal de l'histoire, il court pas aussi vite. Et quand l'éléphant il t'a chopé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi l'éléphant? Alors soit il te balance avec sa trompe, soit il te fait un chipoud. Il fait de toi une brochette. Parce qu'il ne faut pas oublier ses défenses à notre éléphant. D'ailleurs, les défenses de l'éléphant, dites-moi, c'est fait en quelle matière? Un peu de zoologie, ça peut faire de mal. Comment tu dis? En ivoire. Bien sûr. Et comment on dit ça en hébreu? Shanha. Shinhav, Nachon. Qu'est-ce que ça veut dire, Shinhav? Shinhav, tout ça? Shen, Hev. Hev, en africain, c'est un éléphant. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je balance de l'africain? Bon, je ne suis pas le premier à le faire. Hein. Rashi, il a dit que comment je sais que le Totafot Benenecha, c'est les tfilines? Ben parce que dans les tfilines, il y a 4 parties pour mettre les parchemins. Or, toutes, Beput, en africain, ça fait 2 et 2. Donc voilà. Donc si Rashi, il peut se permettre d'utiliser de l'africain, je peux y aller aussi. Bekitsour, voilà un petit peu l'ambiance contre laquelle Yehuda va se battre. D'ailleurs, je sais pas, 2 secondes, on parle de Yehuda Maccabi. Mais vous savez qu'il est présent nulle part, Yehuda Maccabi, dans toute la littérature de Chazal.
Bavli, Yerushalmi, Tosefta, Shum Davar. On parle de Matityahu, Kohen Gadol, Hashmonaï ou Banav, mais le nom de Yehuda Maccabi n'est mentionné nulle part dans Chazal. Et quand tu lis Sefer HaMaccabim, tu comprends pourquoi. Les Chachamim de Jérusalem, ils ne le kiffaient pas. Ils ne le kiffaient pas parce qu'il ne leur a pas demandé leur avis sur rien. Et semble-t-il que s'il l'avait fait, on ne serait pas là pour parler de Hanouka. Donc Yehuda Maccabi, c'est lui qui va prendre les commandes de la guerre. D'ailleurs, on parle des Maccabim, des Maccabim, des Maccabim. Il n'y a que lui qui s'appelle Maccabi. Les 5 fils de Matityahu, ils ont tous un surnom. Mais il n'y a que Yehuda qui s'appelle Maccabi. Maccabi, ça veut dire quoi? Maccabi? Hein? Ouais, je sais que vous savez. Comment tu dis? Ah, Mika Mocha Balim. Alors, j'ai pas compris. C'est avec un kaf ou c'est avec un kouf? Il faut qu'on mette une machine pour les couilles. Et c'est ça. Les amis, Yehuda Maccabi, dans les textes, c'est avec un kouf. Parce qu'il est Maccabi, parce qu'il est Makevet. Makevet, c'est un patiche. C'est un marteau. Mais c'est avec un kouf. Seulement celui qui dit qu'Yehuda Maccabi, c'est avec un kouf, comment il fait avec la coupe Trolim Maccabi? C'est un problème. Donc, Maccabi, Mika Mocha Balim Hashem, Sheyeh la Briout. Maintenant, il faut savoir que Yochanan, qui est l'aîné, il s'appelle Yochanan Agadi. Shimon, il s'appelle Tarsi. Yonatan Achuran. Ve Elazar Achapush. Ils ont chacun des noms, des surnoms de guerre, mais comme Yehuda, c'était lui le patron, eh ben, on l'a appelé à Maccabi, on a appelé tout le monde les Maccabim. Alors, Yehuda Maccabi, ça y est, c'est parti. Les combats commencent. On a dit, c'est pas un cours de Torah aujourd'hui, donc on revient pas sur les raisons, on va dire, religieuses et tout ça. A-t-on le sens des autres? Oui, bien sûr qu'on a le sens des autres noms des frères. Il faut simplement savoir quel est l'hébreu. Yochanan, on a dit, c'est Agdi, donc c'est un bouquetin, c'est quelqu'un qui court très vite et qui saute très vite un peu partout. Shimon, c'est Tarsi, c'est Tarsi, Tarsisem Milchama, c'est celui qui est le stratège, si tu veux. Ensuite, on a Yonatan à Huran. Huran, c'est celui qui est, comme on dit, l'éclat. Dans la Megillat Esther, on a la notion de Chour. Chour, Vekarpas, Vachour. Chour, c'est l'éclat, c'est le beau gosse. Et Elazar, Zahachapush, c'est-à-dire celui qui va partout. C'est-à-dire? Donc ça, ce sont les 5 frères, les 5 fils de Matityahu. Les Kitsour, les combats vont commencer. On sait, on a dit, on va pas revenir maintenant sur comment et pourquoi la révolte des Maccabim a commencé. On va dire qu'on sait pourquoi. L'histoire de la Kala, de la mariée, on en avait déjà parlé. Ou alors l'histoire de Modine, l'homme échané. Nous, on rentre directement dans les combats. Mais comment ça commence? Vous imaginez que Yehuda Maccabi, c'est un bonhomme, et on a dit, il a 300 mecs avec lui. Quoi, ça va déranger l'Empire grec? Antiochus Epiphanes, il habite là-bas, en haut de la Syrie. Il entend parler d'un Yehuda qui commence à faire des problèmes. Bactana. Donc, puisque Bactana, eh bien, il envoie un de ses généraux. Il s'appelle Apollonius. Et ça va être le premier combat de Yehuda Maccabi. Krav Apollonius. Alors là, les amis, le premier combat, donc, ça se passe où? Eh bien, ça se passe dans le Shomron. Ça se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui Maale Bet Levona, Maale Levona, entre Shiloh et Ophra. Ok? C'est là-bas que va avoir le premier combat de Mered Hashmonaïm. Maintenant, pourquoi là-bas? Pourquoi est-ce que Yehuda les emmène là-bas? Parce que, comme son nom l'indique, Maale Levona, c'est une grande côte. Il faut monter une grande montagne et il se dit que quand ils vont arriver tout en haut, avec leurs phalanges, avec leurs phalanges et tout leur attirail, ils seront crevés. Et effectivement, voilà ce qui se passe. Ils arrivent, donc comme on a dit, Yehuda les attend à Maale Bet Levona et ils arrivent. Maintenant, vas-y, ils arrivent. C'est qui arrive? Apollonius, il arrive avec 2000 hommes. 2000 hommes avec Apollonius. Il est 1000 derrière lui, lui au milieu, 1000 devant lui. Donc 1000, ça fait quand même pas mal de phalanges.
Yehuda Maccabi, il attend Apollonius avec 300 hommes. 300 contre 2000. Et Yehuda, il a des arcs normaux et il a également de petites épées tranquilloum face à ce qu'on vient d'exploiter de l'armée grecque. Comment il va faire? C'est pas compliqué. Il va placer devant l'arrivée de l'armée d'Apollonius, il va placer 70 hommes. 70 hommes qui sont cachés au sol et qui vont servir de Koach Chassima, c'est-à-dire de force qui va arrêter la progression des armées d'Apollonius. Il a placé un autre corps d'armée, une centaine d'hommes, à la gauche des Grecs, et il a placé une autre partie de 150 hommes à la droite des Grecs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'Apollonius arrive, il ne sait pas ce qui se passe. Il avance, il avance, il avance. Tout d'un coup, Yehuda lève un drapeau. L'ordre est donné pour ceux qui sont devant de surgir du sol et de commencer à planter les gens qui sont dans les premières lignes de la phalange. Maintenant, les gens qui sont derrière, ils ne savent pas ce qui se passe. On a dit, il n'y a qu'un seul commandant dans les phalanges. Et tant que lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe, ben on continue à avancer. Résultat des courses, on continue à avancer, avancer, avancer. À ce moment-là, on découvre, les Grecs découvrent sur la gauche les 100 hommes de Yehuda. Pas de problème. Apollonius voit ça. Il dit gauche, gauche. Tout le monde se tourne vers la gauche et on commence à avancer vers les 100 hommes de la gauche. Et c'est le moment où Yehuda lève son drapeau pour que les hommes de derrière puissent commencer à attaquer. Maintenant, toutes les phalanges sont tournées vers la gauche et donc derrière, 150 hommes arrivent et viennent commencer à tout simplement couper en rondelles les soldats grecs, ligne après ligne. Ils ne peuvent pas se retourner à cause de leur histoire de Saris. Mais Yehuda comprend que s'il veut terminer le combat rapidement, il doit faire autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Yehuda, il fait ça. Il part tout seul, comme un grand, et il part derrière les forces. Il rentre dans les lignes, il trouve Apollonius, et il le tue. Les Grecs n'ont plus de commandant, ils savent plus comment gérer, c'est la débandade, tout le monde s'enfuit. Victoire numéro 1 de Yehuda Maccabi. Yehuda ne rentrera pas à la maison sans trophée de guerre, il prendra l'épée d'Apollonius. Ça lui servira d'épée jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier combat, il utilisera l'épée d'Apollonius. À partir de ce moment-là, Antiochus se dit, ce qui s'est passé, 300 mecs qui ont tué et battu l'armée d'Apollonius, c'est pas possible. Bon, on va pas laisser ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on emmène un autre général qui va devoir régler le problème rapidement. Alors, qui est cet autre général? Il y a les amis, cet autre général grec qui arrive, cette fois non plus avec 2000 hommes, mais il arrive avec 10 000 hommes, il s'appelle Séron. Séron en français, Séron, il va arriver et ils vont arriver. Le Krav va se passer à Emmaüs, à Latroun. Le Krav de Emmaüs, en fait, pas vraiment Emmaüs, ça va être plus d'abord à côté de Beth-Horon. À côté de Beth-Horon, et c'est seulement après qu'ils iront là-bas, mais à Beth-Horon, il y aura le deuxième combat. Là, on va pouvoir entendre l'un des grands discours de Yehuda Maccabi. La Hashem Yeshua, la victoire, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons toujours été moins nombreux et nous avons toujours réussi à l'emporter. Rappelez-vous l'Égypte. Rappelez-vous David. Rappelez-vous toutes les Shoftim. Et il passe en revue en fait tout le Tanakh. Et il leur dit, la Hashem à Yeshua, à l'attaque. Et le combat de Beth-Horon, cette fois il n'y arrive pas avec 300 hommes, il arrive avec 800 hommes. Oui, mais attention, c'est 800 contre 10 000. Même belote, rebelote, la phalange, les saris. Mais à ce moment-là, Yehuda va tout simplement les attendre en haut de Mahalé Beth-Horon. Aujourd'hui, il y a une route, mais à l'époque, il n'y a pas de route
bien graviers comme on connaît. Et donc, résultat des courses, ils ne peuvent pas monter en tant que phalange. Ils sont obligés de briser les rangs. À ce moment-là, Yehuda les attend en haut de Beth Horon et va fondre sur eux, puisque la phalange a été brisée, il fond sur eux. Il a le temps d'en tuer une centaine. C'est tout. Il ne peut pas continuer le combat parce que Séron prend la fuite. 800 personnes ont battu 10 000 personnes. On ne sait pas trop comment. À ce moment-là, Antiochus, il commence à en avoir marre. Il dit, bon, ça suffit. À Emmaüs, oui. D'après ce que tu dis, Yehuda Maccabi, c'était un religieux, quoi. Ah, complètement. Pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, quoi? C'était quoi leur marloquette? La première marloquette, c'est que depuis quand les Kohanim, ils prennent les armes et ils font la guerre. C'est la première marloquette. Deuxième marloquette, depuis quand on ne nous demande pas à nous, le Sanhédrin, ce qu'on en pense. Famille Hachem et Lai, c'était les premiers quand même, hein, non? Mais c'est qui? C'est son père, ça. C'est les Lévim? Non, c'est les Ah, tu parles dans le désert, dans le désert. Non, c'est pas les Lévim, c'est Moshe. Moshe qui appelle les Lévim. Ça va, il appelle les Lévim. Quand la cavode la Lévim dans le désert. Je te rappelle qu'entre Moshe et maintenant, les Kohanim se sont quand même vachement assagis. C'est plus vraiment les combattants qu'on avait à l'époque. Et puis, je te dis, le Sanhédrin, il a un grand problème avec quelqu'un qui leur demande pas son avis. Bekitsour, dans le troisième combat qui va se dérouler cette fois à la Troune, comme j'ai dit, à Emmaüs, eh bien, on va envoyer Gorgias. Ah, là, c'est du combat. Ça, c'est du combat, comment te dire, du combat de compétition. Non, parce que Gorgias, il a dit, moi, j'en ai marre de faire les choses en petit. Il amène 55 000 hommes. Voilà, déjà, ça calme. Yehuda Maccabi, il arrive avec 3 000 hommes. Vous voyez que ça commence à monter ses rangs, parce que plus on a de victoires, plus les gens ils prennent confiance. Mais quand même, 3 000 contre 55 000. Alors, il y a des historiens qui disent que 40 000, qui disent pas 55, qui disent que les chiffres de Sefer Maccabim, ils sont un petit peu exagérés. Mais l'homme chané, même 40 000. Comment est-ce qu'on va gagner le Krav? Ah, ils étaient tunisiens, mais c'est pas où. C'est évident, c'est évident. Comment est-ce qu'on va réussir à les prendre dans le Krav de Emmaüs? Eh bien, alors là, c'est pas compliqué. Technique à l'ancienne. C'est quoi la technique à l'ancienne? Avant le début des combats, la nuit tombe. Donc tout le monde va se reposer, chacun dans son machané. À ce moment-là, Yehuda donne l'ordre de déplacer tout le machané Israël en laissant tous les feux allumés. Comme si on était là, mais on n'est pas là. Les hommes de Gorgias sont envoyés, il y a 5 000 hommes qui sont envoyés pour frapper le camp la nuit. Maintenant, lorsque les 5 000 hommes arrivent, ils trouvent le camp vide. Mais, avec toutes les tentes sur place, avec les feux allumés, la nourriture encore sur place, ils se disent, ah ben Yehuda a eu peur. Il nous a vu arriver, il a eu peur, il s'est enfui. Donc il vient de s'enfuir, sinon les feux ils seraient éteints depuis longtemps. Et donc à ce moment-là, Gorgias donne l'ordre à ces 5 000 hommes qui sont son commando de les poursuivre dans les montagnes. Quelles montagnes? Aré Yerushalayim, derrière Bourma, tout ça. Mais à ce moment-là, au petit matin, Yehuda arrive avec tous ses hommes et va frapper un camp grec complètement relâché qui pense que c'est pas du tout ici qu'il y aura le combat et qui donc, bien qu'ils soient beaucoup plus nombreux, ne sont pas prêts au combat. Et à ce moment-là, Yehuda va les éclater. Mais alors, les éclater, Milachon éclatade. À ce moment-là, on décide de faire revenir dans la région d'Israël un des plus grands généraux de la Grèce. Il s'appelle, vous le connaissez peut-être, vous l'avez certainement déjà entendu son nom, il s'appelle cette fois Nicanor. Voilà, c'est plus possible. Bon, il y a un autre petit combat qui va se passer avant Nicanor. Nicanor est en train d'arriver depuis la Grèce. Pour l'instant, on va avoir un combat contre que Lassias y revient. Lassias y revient parce qu'il a pris une défaite. Et là, il dit, c'est plus possible. Et dans le 5e combat, pour la première fois, on va faire intervenir les éléphants. Et c'est dans ce combat-là que Elazar Achashmonaï va être, comme on dit dans le livre des Maccabim,
Aya osek beleamit apilim. Il s'occupait de tuer les éléphants. Donc ça irait à lui. C'était comme on a dit, de se faufiler, d'arriver sous les pattes de l'éléphant et de lui planter des pieux dans les pattes. Bon, il va réussir, mais il va se faire aussi piétiner par l'éléphant. Donc Elazar est le premier des Hashmonaïm à mourir. Le Yishuv qu'il y a dans Gush Etzion, qui s'appelle Elazar, c'est à son nom. C'est parce que c'est là-bas qu'a eu lieu le combat. Donc une fois qu'on a fait cela, c'est la première défaite. Le combat de Beth Zecharia, c'est la première défaite des Maccabim. Bon, c'est une petite défaite. On a quand même réussi à leur tuer quelques éléphants, mais quand même. C'est la première fois qu'on a un revers de médaille. D'autant plus que ça y est, Nicanor est arrivé. Entre-temps, j'en ai pas du tout parlé, parce qu'on a dit que c'était un cours d'histoire, mais entre le premier combat de Lysias et le deuxième, il y a Hanouka. Je fais exprès d'en parler comme ça, comme si j'en avais pas parlé. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième combat, il y a le fameux café Bekislev, on est à Jérusalem, on fait la Hanouka Tamizbeach, Maoz Tzur. Mais tu crois quoi? Tu crois que la guerre elle est terminée? Tu crois que c'est fini? C'est rien du tout fini. Les combats ils reprennent après. Petite question les amis, combien de temps a duré le Mered HaChashmonaïm? Combien de temps? Oui, ça dure 3 ans depuis le début des combats jusqu'à Hanouka. Mais Hanouka, on vient de dire, c'est pas la fin du Mered. C'est quand la fin de l'histoire, quand il n'y a plus de Grecs en Israël, qu'on a gagné. Les amis, ça dure 25 ans. 25 années de combat entre Yehuda et ses frères et les Grecs. Les 3 premières années vont être les premières années et donc les moments où on va réussir à revenir à Jérusalem. Bet Amikdash, Hanouka, Akol Tov Veyafé. Sauf que ça continue, on a dit, Elazar meurt. 4 ans plus tard, c'est Yehuda qui meurt. Dans un autre combat, son 8e combat, il aura gagné 2 fois contre Nicanor. Mais finalement, il va perdre son dernier combat. Le dernier combat contre un homme qui s'appelle Bakrias. Il mourra au combat, Yehuda. Ça fera 8 ans que la guerre avait commencé. À ce moment-là, celui qui va prendre les commandes, c'est Yochanan. Mais Yochanan, il prend les commandes, mais pas à Jérusalem. Parce que lorsque Yehuda perd le combat, Jérusalem tombe entre les mains des Grecs. Yochanan devient le roi des Juifs, vite fait, il prend le commandement des Juifs, mais c'est pas vraiment un roi, mais il est dans le désert de Judée. Et ils font des attaques comme ça, et coups d'éclair, contre les Grecs, pendant 7 ans. Et finalement, les Grecs, ils en ont marre. Et donc, ils font venir Yochanan à des pourparlers, à Akko. Ils disent, viens, on va discuter, c'est pas la peine. Ils font venir pour ça un parlementaire de Grèce. Il s'appelle Tryphon. Pas Tournesol, juste Tryphon. Et Tryphon, il envoie un WhatsApp à Yochanan en lui disant, allez, viens, on va régler ça. Tout le monde dit à Yochanan, n'y va pas. Et il y va. Et Tryphon, ben, il le massacre. Il va falloir encore attendre 8 ans pour que Shimon, le dernier des fils de Mattityahu, puisse enfin terminer les combats contre les Grecs. Shimon HaChashmonaï est celui qui va réussir à faire dégager le dernier Grec d'Israël. Et ça y est, la Mamlacha HaChashmonaïte commence. Mais les amis, ils étaient rien contre tellement. Comment ils ont gagné autant de combats? On a commencé, je vous ai expliqué 2-3 combats de Yehuda. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez compris l'idée. L'idée, elle est fantastique. Et pour que vous la compreniez bien, je voudrais qu'on revienne 2 secondes à notre Milchemet HaAtzmaut, à notre guerre d'indépendance. Et refaisons le même travail qu'on a fait depuis le début de notre étude. Combien il y avait eux et combien il y avait chez nous. Les amis, Milchemet HaAtzmaut, la guerre d'indépendance,
on est en guerre contre 7 pays qui ont toutes des armées. Tous des armées. Donc ils ont tous des avions, des canons, machin. Juste pour le kiff. Vous savez combien on a de canons? Vous savez, des Totares Sadeh, des grands canons d'artillerie. Combien on en a au début de la guerre? Le 14 mai 1948. Vous savez combien Tsahal a de canons d'artillerie? Il y en a 5. Ça fait même pas un canon par pays qui nous attaque. Et encore, je dis on en a 5, ils sont pas en Israël. Ils sont sur un bateau qui est en train de les amener en Israël. Malahasot, que quand ils arrivent au port de Haïfa, les Anglais, ils arrêtent le bateau. Les Anglais. Je croyais que c'était l'État d'Israël. Ah mais non. Parce que bien que Ben Gurion ait déclaré l'indépendance à 4h de l'après-midi le vendredi, l'État d'Israël, il commencera qu'à minuit. Le bateau, il arrive à 6h. C'est encore les Anglais. Ils arrêtent le bateau et ils le fouillent. Les mecs, ils disent, mais non, nous, on est des commerçants, on n'est pas du tout en train de donner des armes aux Juifs. Pas du tout, pas du tout. Et il faudra attendre minuit moins quart pour que les Anglais laissent le bateau accosté et tranquille. Le lendemain matin, on met les canons en place. Mais vous compreniez, on n'en a même pas un par pays qui nous attaque. De quoi on parle? Pendant les 2 premières semaines de la guerre d'indépendance, les amis, vous savez combien on a d'avions? Des avions, l'armée de l'air israélienne. Nous, on s'habitue avec les F-16, machin. Combien? 50 peut-être. 50, hein? C'est bien 50. Zéro. On en a 0. Tout le monde le sait en Israël, on n'a pas d'avion. Tous les Mahamatzim, tous les travaux sont faits, Ben Gurion, machin, la Tchécoslovaquie, on veut en acheter, mais pour l'instant, on n'en a pas. Il y a un village qui s'appelle Kfar Yona, entre Natania et Tulkarem, qui est bombardé sans cesse par les avions égyptiens. Nous, on n'a pas d'avion. Donc, comment on fait quand il y a un avion qui nous bombarde? Ben, on prend un fusil, on fait poum, 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 et ensuite, on prend la radio et on dit, on nous bombarde, faites quelque chose. Et on répond tout le temps, ok, on n'a pas d'avion. Mais attention, qui dit pas d'avion, dit pas de pilote. En même temps, tu m'étonnes, ça sert à rien d'avoir des pilotes si on n'a pas d'avion. On n'a pas de pilote, mais on a un homme. Un homme qui s'appelle Cohen. David Cohen. David Cohen, c'est un juif d'Afrique du Sud. Il est chamoud meod, il parle pas un mot d'hébreu. Il est chachoum la méadrine, il est bronzé de chez bronzé de chez bronzé, mais il est fan de sionisme. Il vient en Israël dès qu'il entend que la guerre commence. Et il arrive devant l'état-major et il leur dit « Je suis pilote !» On lui dit « C'est très gentil que tu sois pilote, mais on n'a pas d'avion, donc pour l'instant, t'es gentil, t'attends. » 2 semaines après le début de la guerre d'indépendance, en secret, on a réussi à faire le casse du siècle. On a fait l'affaire du siècle. On a réussi à faire venir en Israël 5, je dis bien 5, Messerschmitt. Alors, c'est quoi les Messerschmitt? C'est un avion qui, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, était déjà à la retraite. C'est-à-dire, c'est des avions pourris. Mais bon, ils coûtaient $200 pièce. $200 pour l'avion. C'est pas mal. Kitsour, les amis, on a un avion, on dit à David Cohen, Yallah, monte dans ton avion, fais-toi kiffer. Alors là, le mec, il est comme un ouf. On est en train de bombarder Kfar Yona. Il prend son Messerschmitt et il va vers Kfar Yona. C'est parti! Et là, il voit 2 avions égyptiens en train de bombarder Kfar Yona. Il arrive par derrière. Il est chaud patate. Il arme son Messerschmitt et il tire. Et ça tire 2 balles et ça s'enraye. Seulement, il a eu le temps de tirer 2 balles, ce qui a eu le temps de montrer aux Égyptiens qu'il y avait quelqu'un derrière. Les avions égyptiens, ils font oui. Ils passent derrière lui.
et il commence à tirer. David Cohen, il entend qu'il y a une rafale qui passe à sa gauche, il regarde, oups, il n'y a plus d'aile. Il y a une rafale qui part à sa droite, il regarde, oups, il n'y a plus d'aile. J'ai plus qu'une chaise et une queue d'avion. Il y a une troisième rafale, il n'y a plus de queue d'avion. J'ai une chaise. Il comprend que c'est le moment qu'il doit s'éjecter. Le seul problème, c'est qu'il comprend qu'il est juste au-dessus de tout le carême et qu'il se dit que s'il s'éjecte maintenant et qu'il se parachute maintenant, quand il arrivera à tout le carême, on fera de lui un shawarma. Donc, il plane jusqu'à être au-dessus de Kfar Yona et là, il saute. Il se dit, bon, j'ai raté mon premier rentrée dans l'armée, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc, il est avec son parachute et je sais pas si tu t'imagines l'ambiance. David Cohen, il parle pas un mot d'hébreu. Il est avec son parachute et il voit en bas Kfar Yona. Attends, il est venu les défendre quand même. Il voit Kfar Yona et il voit tous les gens du Kfar former un cercle. Ils l'ont vu arriver. Il se dit, mais ils vont m'accueillir en héros. Alors certes, j'ai pas réussi trop, mais quand même, c'est cool. Je suis tellement heureux de voir des frères juifs qui vont m'accueillir. Et il descend. Et plus il descend, et plus il se rend compte que les visages des frères juifs, ils ont pas l'air sympas. Et ils arment les armes et les fourches et tout ce qu'ils trouvent. Et il comprend pas ce qui se passe. Quand il arrive au sol, il voit que tout le village est en train de lui foncer dessus. Il comprend pas. Mais je voudrais juste vous rappeler un truc. Dans la conscience collective de tous les juifs en Israël, on n'a pas d'avion. On n'a pas d'avion. Ils savent pas qu'on vient de recevoir 5 Messerschmitt. Donc tout le monde sait qu'Israël n'a pas d'avion. Donc pour eux, les gens de Kfar Yona, ils voient un pilote qui s'éjecte, qui parle pas un mot d'hébreu et qui est tout bronzé. Ben ils se disent c'est un pilote égyptien. On va en faire du shawarma. Et le mec, il sait pas quoi faire. Il dit I'm a Jew. Et les mecs disent non, pas de Jew, rien du tout. Tant l'autre joue, on verra, on en reparlera. Et quand il se prend le premier coup de bâton, il a un éclair de génie. Un éclair de génie qui va lui sauver la vie. Le mec, il y a tout un village qui est en train de le lyncher. Et là, dans un éclair de génie mamache, il se met à crier de toutes ses forces. Gefilte fish. Et les femmes du village, elles comprennent Gefilte fish, elles disent ça c'est de chez nous. Et on l'attaque plus. Le mec, il a eu le temps de s'évanouir 3 fois. Mais il ne va pas mourir. Non mais les amis, cette histoire, elle n'est pas juste pour rigoler. C'est ça les forces en présence. C'est ça qu'on a face à eux. Comment on fait pour gagner? C'est pas possible. Nahon, c'est bémet pas possible. C'est bémet pas possible. Ephraim Kishon, qui est un des fondateurs, un des dirigeants de Tzahal de base, il dira, Tirou, les combats de la guerre d'indépendance, il faut qu'on comprenne un truc. Ici, dans Tzahal, lo somchim alanes, aval bevadai mitrashvim bo. Ça veut dire, on ne compte pas sur les miracles, mais on le prend en considération quand même, le miracle. Parce que c'est pas possible autrement. Et moi, je veux comprendre. Quoi, Yehuda Maccabi, c'est qu'un miracle? Quoi, Kadosh Baruch Hu, il a fait tomber des météorites du ciel sur les Grecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez quand Dieu, il a dit à Abraham, voilà, un petit peu de Torah quand même, ça peut pas faire de mal. Vous vous rappelez quand Dieu, il a dit à Abraham, dans la Brit Ben Abetarim, il lui a dit, Abraham, il a demandé comment je vais savoir, comment que je vais hériter de la terre d'Israël, tout ça. Dieu lui dit, il a sorti dehors, il lui a dit, Habetna Shamaima Usfar HaKochavim. Vous vous rappelez de ce verset? Que Dieu dit à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles du ciel. Ta descendance sera comme ça. Hein? Ils en ont fait une chanson. Ah ouais? Non. Alors moi, je te pose une question, mon ami. Combien d'étoiles il a vu? Mais je sais pas, quand tu te prends un pain dans la figure, t'en vois beaucoup, mais... Abraham, il en a vu combien? Il dit le Kliakar. Le Kliakar, il dit un truc extraordinaire. Il dit, les autres, il y a plein de commentateurs qui disent qu'il a vu les étoiles et ce sera une descendance nombreuse. Kliakar, il dit, mais vous n'avez pas lu la Torah? 3 versets plus loin, on nous dit, Vayi Hashem Eshlavo. C'est-à-dire que le soleil s'est couché après. Donc si le soleil s'est couché après, c'est que la névoie d'Abraham, c'est pendant la journée.
Donc il lui a dit de sortir de sa tente et de regarder le ciel. Il lui a dit compte les étoiles. Im tuchal lispor otam. Combien il en a compté? 0. Ben oui, la journée, tu vois pas les étoiles. Et le Kliakar, il dit, c'est ce que ça que Dieu il le dit. Ko yezarecha. C'est ainsi que sera ta descendance. Pourquoi tu cherches des étoiles? Fais en sorte que ta descendance, elle soit shemesh. Pas des étoiles, mais qu'elle soit un soleil. Parce que quand vous êtes shemesh, shum davar lo yochol alechem. Rabotai, Yehuda Maccabi, il vient et il sait qu'il va gagner. Alors il va gagner. Yehuda Maccabi, il vient avec toute la préparation possible et imaginable. Mais il sait quelle est la véracité de son combat. Milchemet ha'atzmaut, dans la guerre d'indépendance. Mais c'est toujours comme ça. On était 1 contre 1 million. Prenez le combat de Tzfat. Mais le combat de Tzfat, c'est de la folie, cette histoire. Je ne parle pas du combat en lui-même de la ville de Tzfat. Mais lorsqu'on va décider d'attaquer pour prendre Tzfat, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est un truc de dingue. Avant Tzfat, il y a 2 villages arabes. Il y a Biria et il y a Ein Zetoun. Il y a un gdoud du Palmar, 100 hommes à peu près, qui sont envoyés pour conquérir Biria. Seulement, les mecs, ils se disent, non, c'est pas une bonne idée d'aller tous à Biria là maintenant. Enfin, ils doivent envoyer la moitié à Ein Zetoun et la moitié à Biria. Il dit, on n'arrivera pas à conquérir le Kfar Biria, qui est un grand Kfar, avec seulement une 50aine d'hommes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous partir à Ein Zetoun, parce que c'est beaucoup plus facile. On va bouffer le Kfar de Ein Zetoun, et ensuite on reviendra à Biria. Bon, on ne peut pas non plus ne pas du tout s'intéresser à Biria. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le commandant du Palmar qui s'appelle Moshe Kalman, il va laisser une kita en tatspit sur Biria. Une kita, c'est 7 bonhommes. Il va laisser 7 bonhommes pour regarder que de Biria, il ne fasse pas des problèmes, qu'il n'y ait pas de Birianiques qui sortent du village. Et tout le reste du Gdoud, il part à Ein Zetoun. Seulement, le problème, c'est que le lendemain matin, les gens de Biria, ils voient la kita. Et ils commencent à leur tirer dessus. Les mecs, les 7 combattants, ils n'ont pas de radio. Donc le Mefaket Kita, qui s'appelle Moïse Green, il doit prendre une décision. Est-ce que je cours vers Ein Zetoun? Il dit non. J'ai pas d'autre solution, je cours vers Biria. Et il va donner l'ordre à ces 6 autres mecs de courir pour prendre le Kfar de Biria. Ils sont 7 contre un village entier que 50 hommes du Palmar ne pensaient pas qu'ils pouvaient avoir, il fallait en avoir 100. Ils sont 7. Ils arrivent dans le Kfar, ils commencent à tirer. Et tu sais ce qui se passe quand ils arrivent dans le Kfar? Drapeau blanc partout. Le Kfar se rend. Lama. Parce que les Arabes, ils sont persuadés que, attends, c'est pas possible qu'il y ait 7 mecs qui viennent nous attaquer comme des oufs. C'est sûr, il y en a encore 200 derrière. C'est juste les éclaireurs. Donc on n'a pas envie de se prendre la tête avec 200 palmarnikim. Donc on se rend. En fait, ils étaient 7. Zebidiou Kainyan. Quand tu te vois Shemesh, az af echad lo yachol alecha. Quand tu te vois Shemesh, alors tu réussis dans ton combat. Yehuda Maccabi, il est moins nombreux. Yehuda Maccabi, il a tous les netunim, tous les données militaires sont contre lui. Mais Yehuda Maccabi, il sait qu'il doit gagner. Vous savez, la guerre d'indépendance, on l'a gagnée. Comment on sait qu'on l'a gagnée? Parce que le but des 7 armées arabes, c'était qu'il n'y ait plus d'État d'Israël. Et aujourd'hui, il y a l'État d'Israël. Donc on a gagné. On a gagné parce qu'à l'époque, on n'a pas émis la possibilité qu'on allait perdre. Zepashut. Et je voudrais terminer cette histoire de Hanouka incroyable qui est Bayami Mahem Bazman Azeh. Je voudrais terminer avec le discours de Shimon HaChashmonaï. Shimon HaChashmonaï, j'ai dit, c'est le frère de Yehuda et c'est celui qui va devenir le premier Nessi Israël, le premier roi Hashmonaï. Shimon, c'est lui qui termine le Mered qui a duré 25 ans et il termine avec une phrase incroyable. Je la dis en hébreu et ensuite je la traduis directement en français.
Hein, ça me rappelle l'histoire de Shlach Lecha où ils se voyaient comme des sauterelles. Eh ben oui, tu as raison. Dans Shlach Lecha, exactement. C'est Am Israël, il a peur, il se voit comme des sauterelles, et donc les gens, ils nous voient comme ça aussi. Baro, il faut se voir comme des soleils et pas comme des sauterelles. Nous dit Shimon Achashmonaï. Là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Shimon il va déclarer l'indépendance de la royauté hashmonaïte, il y a le secrétaire général de l'ONU de l'époque qui vient de Grèce et qui dit c'est pas très très bien, qu'est-ce que vous faites? Et à ce moment-là, Shimon il dit Lo eretz nochia לקחנו, ולא ברכוש נוכרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו, כעת מן עמים בלא משפט נכבשה, ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, השיבנו את נחלת אבותינו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. dit Shimon Achashmonaï. Alors qu'on lui dit, mais franchement, de quel droit vous êtes revenus les Juifs en Israël? Il dit, ce n'est pas une terre étrangère que la terre d'Israël. Nous n'avons pas pris les biens d'un autre peuple. Au contraire, ce sont ces autres peuples qui se sont emparés et qui ont conquis notre territoire. C'est le territoire de nos ancêtres. Et dès que nous en avons eu la possibilité, eh bien, nous sommes revenus prendre possession de la terre de nos ancêtres. Dieu nous ramène, Hashivenu, Hashem Elecha, ramène-nous vers toi, Venashuva, et on reviendra pour remettre en place nos jours comme à l'époque. Me'atim mul rabim. Comment est-ce qu'on a réussi tant à l'époque des Hashmonaïm que B'melchemet ha'atzmaut, Sheshet hayamim, tout ce que tu veux? C'est parce que à Betna Hashamaim, sors et vois ce qui se passe dehors. Vois le soleil, Ko Ie Zaracha. Si tu continues à te regarder comme étant dans la nuit, avec des étoiles qui scintillent, ben faudra pas non plus t'étonner que, comme tu dis, on voit plein de chandelles. Mais si tu te vois comme un soleil, à ce moment-là, tu peux éclairer le monde entier de Chag Hanouka, Chag Sameach le Kulam. Extraordinaire, merci beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on va avoir un problème maintenant parce qu'on va nous demander des cours de stratégie.